Alors vous avez ici l'extrémité d'une liane à eau. C'est le sommet d'une très grosse liane que je vois monter sur cet arbre de l'autre côté de la plateforme. La liane à eau, c'est une plante assez connue parce que, comme vous le savez peut-être, il suffit de couper 1 mètre de cette plante, bien sûr pas sur des petits rameaux comme ça, mais sur des gros troncs. On coupe 1 mètre et on peut boire une eau fraîche excellente. Cette petite montgolfière monoplace est en quelque sorte l'annexe du radeau des cimes. Son volume assez faible, 400 mètres cubes, la rend très maniable. Elle est utilisée ici pour la récolte de Noranthea, une liane qui ne pousse qu'en Amérique tropicale et dont on voit ici les inflorescences spectaculaires. On a plus de rab, hein, en corde. T'as pas volé, bah attention, on est au bout. On va pouvoir avec des couteaux. Ah. Ce pigeon consomme les fruits d'une laurentacée, plante parasite des arbres appartenant à la famille du gui d'Europe. Clusia, un bel arbuste épiphyte appartenant à la famille des millepertuis, germe en haut des arbres et on voit vers le sol une grosse racine. Celle-ci est fixée au tronc par des racines spéciales qui vont étrangler l'arbre support. Les clusias sont aussi capables de croître au sol, dans des zones dégagées, où la lumière est aussi intense que dans la canopée. Plantes épiphytes et plantes parasites sont omniprésentes dans la canopée. Les figuiers, en forêt tropicale, sont généralement des arbustes étrangleurs, plus dangereux encore que les clusias. En soudant ses racines les unes aux autres, un figuier est capable d'étrangler son arbre support, de le tuer et de prendre sa place. Il existe en Guyane française plus de 77 espèces de phlébotomes, dont certaines sont anthropophiles et vectrices de la leishmaniose cutanée. L'une d'entre elles, la plus importante, Lutsomia imbratilis, est un phlébotome de la canopée qui se capture sur des tours installées au sommet des arbres. Le radeau des cimes constitue donc un excellent moyen d'étude des populations de phlébotomes de la canopée. Jean-Pierre Dedet, chercheur à l'Institut Pasteur, et ici son assistant Paul Châtenay, étudie les phlébotomes, vecteurs d'une parasitose redoutable. Lutsomia imbratilis est également présent au sol tout au long de l'année. Il se capture sur tronc d'arbre ou de nuit sur appât humain.
Lors de la piqûre, le phlébotome transmet à sa victime les protozoaires responsables de la leishmaniose. Cette maladie se manifeste par des lésions cutanées difficiles à cicatriser. Claude Caratini, spécialiste des pollens au CNRS, met à profit l'opération du radiodécime pour comparer les densités de grains de pollen dans différents milieux. Le but de cette manipulation est de récolter les pollens qui sortent de la forêt. Pour cela, on dispose ce filtre derrière la voiture et nous récoltons non pas la poussière rouge qui forme la piste latéritique, mais les milliers de petits grains de pollen qui se sont déposés sur cette piste au cours des derniers jours. Bien sûr, les pollens ne sont pas tous dispersés uniquement par le vent. Dans le cas de ces passiflores, des lianes proches de celle qui produit le fruit de la passion, le pollen est véhiculé par des abeilles sociales américaines, les mélipoles. Comme les abeilles d'Europe, les mélipones prélèvent le pollen dans les fleurs de différentes espèces. Les entomologistes, c'est-à-dire les spécialistes de l'étude des insectes, ont été les principaux bénéficiaires de ce nouvel outil de recherche que constitue le radiodécime. De jour comme de nuit, leurs récoltes ont été extraordinairement fructueuses. Ils ont mis en évidence de nombreuses espèces jusqu'alors inconnues. Gérard Tavakilian, entomologiste de l'Orstom, effectue ici une chasse de nuit. Les insectes sont attirés par une lampe émettant des ultraviolets. Alors ici au laboratoire, nous identifions les insectes récoltés sur le terrain par piégeage lumineux. Et grâce à la littérature préexistante que l'on trouve dans la bibliothèque de l'Orstom, nous pouvons identifier ces espèces. Si elles ne se trouvent pas dans la littérature, c'est que 9 fois sur 10, elles sont nouvelles pour la science.
Cette fois-ci, solidement appuyé aux arbres robustes de la forêt primaire, le radeau des cimes décolle sans difficulté. Cet appareil est donc véritablement adapté à la tâche pour laquelle il a été conçu. L'utilisation possible des plans d'eau comme surface de posée renforce la fiabilité de l'engin, dont on voit ici l'amérissage sur la comté. À l'issue de cette première campagne d'essai, il s'avère que la communauté scientifique dispose enfin d'un outil permettant l'exploration des canopées forestières tropicales. Nous sommes en 1986, et les forêts primaires n'ont plus que 15 ans d'existence. Avons-nous encore le temps de les étudier ? Est-il encore temps de les sauver ?